voulais absolument pas me substituer aux excellences qui sont réunies autour de la table et ceux qui vont leur succéder, qui sont aussi bons, pas meilleurs, pas moins bons, mais simplement dire qu'il y a une petite proximité avec les rencontres, double proximité physique, c'est là pas beaucoup d'importance, sauf qu'il fait beau, c'est sympa, que c'est dans une université, et deuxième proximité, c'est que le thème est quand même très proche, puisque nous avions assez précocement compris qu'il y aurait un problème. On a choisi ce thème de la nation, du pays, de la nation, de tout ce qu'on veut, mais avec cette idée que tout ça allait poser problème dans les mois qui venaient. Et puis, le thème qui a été choisi par les 17 think tanks qui représentaient la palette la plus large de sensibilité, a choisi, après avoir travaillé sur des thèmes des banques centrales, des thèmes sur le travail, et la jeunesse, ce thème de l'Europe, avec peut-être juste deux points forts, c'est l'amour pour l'Europe, comment est-ce que ça se crée, une envie de quelque chose, et puis surtout, me semble-t-il, mais ça c'est une opinion personnelle, je me permets d'exprimer, c'est est-ce qu'on fait c'est une vieille question d'économie, c'est est-ce qu'on fait évoluer les choses de manière incrémentale, c'est-à-dire, vous savez, toujours on rajoute un peu quelques modifications, ou est-ce qu'on remet tout à plat. Je dois reconnaître que, bon, dans la version que je défends, peu importe, de tout remettre à plat, je ne vois même pas qu'il y a un processus qui permet de le faire. Et quand on dit on fait un truc, un noyau dur, comment on fait, on explique aux Suédois qui sont un peu bienvenus, tout ça est très compliqué. Voilà. Et puis, j'ai suggéré à Vincent tout à l'heure que, bien entendu, nous ne serons pas d'accord, c'est pas le sujet, on s'est mis depuis le début sur l'idée qu'au fond, on essayait de trouver des terrains de questionnement des réponses. En revanche, peut-être, cela est, j'avais dit, habile d'avoir un sentiment, et Vincent, je crois, était d'accord pour jouer le jeu, et puis je proposais, mais c'est évidemment il faut qu'il y ait l'accord de tout le monde, je proposais que Pierre-Xavier Prieto, qui est plus jeune, peut-être pas que vous tous, mais en tout cas que moi, ça commence à devenir facile, il reprenne les 10 mots, 15 mots qui lui sont apparus comme essentiels. Il n'y a pas de position, il n'y a pas simplement qu'est-ce qui revient dans le vocabulaire qui nous est commun. Au fond, c'est certainement difficile de faire avancer une convergence, d'ailleurs c'est pas souhaitable. En revanche, le vocabulaire c'est toujours important, mais peut-être cela serait-il habile. Je passe aussi la parole à Vincent. Moi, j'ajoute juste un mot avant de lancer la discussion pour dire que le monde est très heureux d'être partenaire de ces voix des think tanks. Pour nous, c'est très important. Je pense que la France a eu un retard assez considérable en matière de think tank et groupes de réflexion d'idées. Je pense que c'est plus du tout vrai. On n'a plus de complexe à faire. Il y a des structures qui se sont beaucoup professionnalisées, organisées, et surtout on a de nouvelles. Et pour en avoir discuté aussi avec chacun, je sais que les événements que vous organisez vous-même de votre côté, chacun des think tanks, mobilisent aujourd'hui beaucoup de monde. Il y a un appétit extraordinaire pour le débat public et si on peut essayer de faire une chose, je crois, utile à la société civile aujourd'hui, c'est précisément montrer que vous êtes capable de dialoguer aussi entre vous. On reste dans un espace civilisé du débat. On n'est pas là pour faire du ventre-mou et du consensus à tout prix. Ce n'est pas le sujet du jour. En revanche, d'être capable de dialoguer, d'échanger sur les thématiques, y compris d'échanger de vrais désaccords, ça me semble extrêmement important, surtout dans l'année qui vient, où tout le monde nous prétend qu'elle va être d'une violence inouïe dans le débat public. Voilà, on va démarrer. Je disais d'ailleurs aux différents participants de ce panel qu'il y a encore 4 ou 5 ans, jamais on n'aurait osé formuler la question comme ça. Peut-on encore vouloir l'Europe ? On n'aurait pas osé parce qu'on pensait encore qu'il y avait une dynamique dans ce projet européen, qu'il était loin d'être épuisé, fatigué, ce qu'on constate aujourd'hui. Pour que ce soit le plus vivant possible, nous avons décidé de traiter 3 questions, pour que ce soit aussi assez concret. Y a-t-il encore un projet européen ? Voilà, si on se pose la question, il y a un contexte d'une certaine gravité, on se pose la question à une semaine après la sortie, ou en tout cas un référendum qui a vu les Britanniques majoritairement souhaiter la sortie de leur pays de l'Union européenne. Donc y a-t-il encore un projet européen? Avec qui construisons-nous ce projet? Quelles en sont les frontières? Ce sera la deuxième question. Et puis enfin, dans ce projet, comment redéfinir la démocratie? Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un déficit démocratique colossal.
eh bien, de quelle manière on pourrait essayer d'y remédier, qu'est-ce qu'on peut inventer de nouveau pour, ça ne sera pas en un jour, mais pour encore une fois essayer de compléter, de réinventer ce projet européen. On va commencer par une question d'étudiants, c'est le rituel habituel aux rencontres d'Aix, et c'est Loïc Vojda, qui est là, qui est au premier rang, qui va prendre un micro, qui va prendre le mien, ça sera encore plus simple, et qui va venir poser sa première question. Ok, donc tout d'abord, merci pour votre présence, pour une discussion qui s'annonce prometteuse, compte tenu de la qualité du panel. Alors, se demander s'il est encore possible de vouloir de l'Europe revient à se demander s'il est possible de justifier le projet européen, compte tenu de sa désormais longue et pour le moins mouvementée histoire. Alors, on connaît les justifications habituellement avancées, la paix, l'efficacité économique, mais ne faut-il pas repenser les justifications d'un projet européen au XXIe siècle? Merci. Voilà, donc c'est une question qui, met les pieds dans le plat immédiatement, de façon un peu triviale, mais on voit bien que s'il y a besoin de reformuler une justification à l'Union européenne, comme vous le dites, c'est précisément qu'aujourd'hui, plus rien ne semble évident, plus rien ne semble aller de soi. Alors, on va essayer de traiter cette première question. Y a-t-il encore un projet européen? C'est Gilles Finkelstein qui va ouvrir le feu. Il dirige la fondation Jean Jaurès. Donc, Gilles, tu auras, comme tes successeurs, 4 à 5 minutes pour t'exprimer. Suivront ensuite, sur cette première question, Thierry Chopin de la Fondation Robert Schuman et Gaspard Koenig de Génération Libre. Voilà, c'est intéressant parce que tout de suite, vous allez voir un panel de sensibilité. On va ensuite demander aux participants de réagir sur cette première question et ces premières interventions. Et puis ensuite, on passera à la seconde, et ainsi de suite. Gilles Finkelstein, c'est à toi. Bonjour. 4 minutes, je vais donc parler en style un peu télégraphique. Vous m'en excuserez, mais je vais essayer de tenir un délai. Donc d'abord, merci pour cette initiative, je crois, qui est bienvenue. Peut-on encore vouloir l'Europe? C'est la première question. Je réponds oui, 3 fois oui, 1000 fois oui, autant oui qu'hier, et même peut-être davantage encore. Le problème, c'est que les peuples européens qui hier éprouvaient de l'espoir sont aujourd'hui souvent dans l'indifférence, et que les milieux populaires qui étaient dans le soutien sont aujourd'hui dans l'hostilité, ce que l'on a constaté au Royaume-Uni, mais ce que l'on a constaté dans les référendums précédents, dans les sondages, dans les élections européennes. Deuxième remarque, y a-t-il encore un projet européen? Je répondrai peut-être de manière provocatrice, mais je crois que la réponse est non. Il y en a eu. Il y en a même toujours eu. Et ce qui a caractérisé l'histoire de l'Union européenne, c'est qu'à chaque moment, il y avait un objectif qui mobilisait l'Union européenne dans un horizon de 5 ans, de 10 ans, parfois même un objectif qui paraissait utopique. Ça a été une politique agricole commune, ça a été un marché unique, ça a été même une monnaie unique. C'était donc une projection dans l'avenir. Depuis à peu près 10 ans, on peut dater ça, je crois, à la fois de l'élargissement de 2004 et des référendums de 2005. Il n'y a plus cette projection. L'Union n'est plus qu'une réaction. Une réaction à des crises qui se sont succédées depuis lors. La crise financière de 2008, la crise des dettes de 2010, la crise des migrants plus récemment. Le problème, c'est que l'Europe a été excellente dans ce qui est le plus difficile, qui est la projection, et qu'elle est assez médiocre dans ce qu'elle fait aujourd'hui, qui est la réaction. Troisième remarque, j'essaye de faire 4 remarques en 4 minutes. Troisième remarque, s'il n'y a pas de projet, il y a un modèle européen dont on a insuffisamment conscience. Pour le dire d'un mot, c'est une culture. Démocratie politique, économie de marché régulée, solidarité sociale avec à la fois de la redistribution et un État-providence, diversité culturelle, libéralisme sociétal, préoccupation environnementale. Ces 6 points-là sont très singuliers quand on compare l'Europe au reste du monde. Et donc ce modèle européen, il existe, je dirais, mais ça serait juste pour provoquer Gaspard,
Ça s'appelle la social-démocratie, mais on peut appeler ça autrement. Dernière remarque, toujours en 1 minute. La question qui se pose et qui est devant nous et qu'on doit essayer de se poser après un événement comme le Brexit, en évitant ce que l'on fait tous les uns et les autres, et moi le premier, c'est alors qu'il y a un événement qui change à peu près tout, ça change tout sauf la manière dont chacun pense et que l'on répète avec encore plus de conviction ce que l'on disait les uns et les autres avant, et chacun redéroule exactement le même projet. Et donc je crois qu'il faut, peut-être même avant d'apporter des réponses, se poser les bonnes questions. C'est la phrase de Woody Allen, j'ai beaucoup de questions à vos réponses. Je crois qu'il faudrait commencer par là. J'énumère, à mon sens, dans l'ordre, les questions qui doivent se poser. D'abord, dans le désamour actuel, quelle est la part de responsabilité de l'Union européenne ? Il y a aussi les politiques nationales, il y a aussi les évolutions, les dérives de la mondialisation, il y a aussi les mutations considérables de nos sociétés. Le temps est écoulé, donc je termine. Quelle est donc la part de responsabilité de l'Union européenne ? Dans les responsabilités de l'Union européenne, qu'est-ce qu'il y a de soluble et qu'est-ce qu'il y a d'intrinsèquement lié à ce qu'est la construction européenne ? Dans ce qui est soluble, qu'est-ce qui tient du contenant, c'est-à-dire de l'architecture même de l'Union européenne ? Je le dis d'un mot, je pense que beaucoup se joue là et c'est très compliqué. Qu'est-ce qui tient au contenu, c'est-à-dire aux politiques publiques qui ont été conduites, aux lignes qui ont été franchies ? Je crois que c'est en commençant à répondre dans l'ordre à ces différentes questions que l'on pourra retrouver un projet européen. 4 minutes 45. Super, bravo Gilles. Un bel esprit de synthèse. Thierry Chopin, Fondation Robert Schuman. La Fondation Robert Schuman, vous le savez, est bien évidemment totalement liée à l'histoire du projet européen. Merci beaucoup Vincent. Bonjour à tous. Merci beaucoup au Cercle des économistes de son invitation à intervenir aujourd'hui. Peut-être pour aller dans le sens de ce que vient de dire Gilles, peut-être 2-3 mots d'abord sur l'après-Brexit et notamment pour relativiser un tout petit peu le discours dominant qu'on a entendu, je crois, après le référendum britannique, consistant à dire c'est l'échec de l'Europe. Bien sûr qu'il y a des raisons dans ce référendum qui touchent aux questions européennes directement. Il y a sans doute aussi beaucoup de raisons nationales. Et je pense que ce référendum, c'est un triple échec. D'abord celui du Premier ministre britannique, ensuite celui de la classe politique britannique, et puis sans doute, oui, un échec qu'on peut mettre sur le compte de l'Union européenne et de ses États membres. Et je pense que c'est une deuxième remarque que je voulais faire à ce sujet, que finalement, les thèmes qui ont été abordés et qui ont été centraux dans cette campagne, comme ils le sont souvent dans d'autres débats politiques nationaux, ne sont finalement qu'une amplification de thématiques que l'on trouve d'abord au niveau national et qui sont ensuite amplifiées en fait, au niveau européen. Je prends 2 ou 3 exemples sur la question démocratique, sur la distance peuple-élite, d'ailleurs qu'il faudrait peut-être relativiser là aussi un tout petit peu, parce que sur les 48% de Britanniques qui ont voté en faveur de Remain, je ne pense pas que tous font partie des élites. Je pense que c'est un point important à noter, mais effectivement, sans doute, cette critique anti-establishment, pour faire bref, et inversement, mais cette critique anti-establishment, on la trouve d'abord au niveau national et elle est sans doute amplifiée au niveau européen. Sur la question économique, je pense qu'on peut aussi faire une analyse de ce type. Quand on voit la carte électorale du vote britannique, on se rend compte que ce n'est pas sans doute d'abord un vote européen, mais c'est un vote qui répond sans doute à une insatisfaction par rapport à des effets produits par des politiques économiques qui ont d'abord été menées au Royaume-Uni. Alors certes, ensuite, l'Union européenne peut être un bouc émissaire qu'on peut utiliser pour renforcer cette critique adressée sur le plan économique. Et puis évidemment, sur la question de l'immigration et de la libre circulation, là encore, dans une confusion assez générale entre liberté de circulation interne au sein de l'Union européenne et immigration extra-européenne, on voit bien qu'il y a une confusion entre le registre national d'un côté puis le registre européen de l'autre.
Une dernière remarque que je voudrais faire sur l'après-référendum britannique, et je saisis en fait l'occasion de ce qu'a dit Jean-Hervé Lorenzi en fait, tout à l'heure à cet égard, c'est sur la question du langage. En fait, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce référendum, et je pense que ça a une importance ensuite si on veut essayer de redéfinir un projet européen et qu'on veut essayer de l'énoncer de manière audible pour les opinions publiques, c'est que finalement le langage rationnel, le langage de la rationalité économique, finalement, n'a pas eu l'impact que les défenseurs du maintien ont espéré. Et que, alors je ne sais pas si on peut dire à l'inverse, mais en tout cas de manière parallèle, le langage de l'émotion, pour ne pas dire le langage parfois de la peur, voire de la haine, je ne sais pas si on peut dire là encore l'a emporté, mais en tout cas a pesé très fortement sur l'issue de ce référendum. Et de manière générale, je pense que si on veut parler d'Europe, si on pose la question de savoir quel langage utiliser pour parler d'Europe aux opinions publiques nationales, je pense qu'il y a deux précautions en fait à prendre. La première, c'est certes évidemment utiliser le registre rationnel, mais aussi s'appuyer sur les émotions, s'appuyer sur les angoisses, s'appuyer sur les peurs. Et évidemment, les sujets qui nourrissent ce type d'angoisse et ce type de peur aujourd'hui sont nombreux en matière notamment de sécurité intérieure, de sécurité extérieure, aussi en matière évidemment de crainte économique et sociale. Et je crois aussi que la deuxième précaution à prendre, c'est de parler d'Europe en centrant en fait le discours sur le niveau national, c'est-à-dire de prendre en considération les rapports très spécifiques que telle ou telle population entretient avec la construction européenne. Et à partir de là, je sais que mon temps est déjà écoulé, 4 minutes, c'est vraiment extrêmement rapide. Je pense que, juste une piste d'un mot pour conclure, je pense qu'une des pistes possibles et tenter d'ailleurs de répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure avant qu'on ne commence, comment repenser une justification pour le projet européen ? Je pense que les peurs dont je parlais à l'instant, elles se nourrissent d'un certain nombre de défis qu'on a pu énumérer très, très facilement tout à l'heure. Les effets de la crise des réfugiés, la menace terroriste, toute une série de défis finalement qui sont tous de nature régalienne, qui touchent au cœur de la souveraineté des États, et à propos desquels finalement l'Union européenne est assez dépourvue du point de vue des prérogatives dont elle dispose pour agir et pour réagir face à ces défis, face à ces crises. Et donc je pense que trouver une solution effectivement à cette interrogation-là, qui touche directement à une demande de protection légitime de la part des citoyens, pourrait être un moyen en termes de contenu pour redonner un sens et une justification à ce projet qui en a bien besoin pour prospérer. Merci beaucoup. Merci Thierry. Alors, toujours sur cette première question, y a-t-il encore un projet européen ? C'est au tour maintenant de Gaspard Koenig, et puis après on fera réagir les autres participants du panel. Merci. Alors, la question de l'Europe est une question qui dirige la secte libérale dont je fais partie, puisque de nombreux libéraux, notamment au Royaume-Uni, les free marketeurs traditionnels, étaient plutôt en faveur du Brexit, pour des raisons exactement à l'inverse des raisons eurosceptiques en France, puisqu'ils considéraient que l'Europe c'est trop de normes et que sans l'UE, on allait pouvoir faire un libre-échange unilatéral et alléger encore plus le droit du travail. Cela dit, voilà moi comment j'essaye de résoudre ce problème, c'est de dire pour que l'Europe marche, surtout n'en faisons pas un projet. Et finalement, c'est ça qui était à la racine même de l'Europe. Si on reprend le manifeste de Ventotene de Altiero Spinelli, qui fonde l'idée d'Europe, pas le projet, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit le but, c'est l'abolition de la division de l'Europe en États nationaux souverains. Le but, c'est la fin des États-nations. Et quel doit être le rôle de l'État dans ce contexte ? C'est le garant de la liberté des citoyens et non plus le patron de sujets tenus à son service. Ce qui veut dire qu'à l'origine même de l'idée européenne, il y a l'idée que nationalisme et État-nation et, disons, projet commun holistique sont liés et qu'il faut les éliminer. Paradoxalement, le vote britannique nous rapproche un peu de cela. Parce que ce qui libère ce vote, à mon avis, c'est le champ du signe des États-nations. Et ce qui libère, ce sont des phénomènes de sécession au sein des États-nations. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir que le vote britannique va probablement se traduire par une indépendance de l'Écosse, par des conflits, voire une indépendance de l'Irlande, voire même de Londres. Vous savez qu'il y a une pétition pour l'indépendance de Londres qui a été signée par plus de 200 000 personnes en quelques jours. Et de Cambridge, bon, j'ignorais.
Et il y a eu une déclaration absolument invraisemblable de Anne Hidalgo et Sadiq Khan, mais formidable à mes yeux, rappelant l'unité, la solidarité et l'amitié entre les deux villes de Londres et Paris, et disant le XXe siècle était le siècle des États-nations, le XXIe sera celui des villes, et nous voulons rester amis et villes dans des ensembles sous-nationaux. De ce point de vue-là, l'Union européenne pourrait fournir et peut fournir un excellent cadre. Qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande finalement d'être le rêve de l'État minimal, d'assurer le marché, les droits fondamentaux, éventuellement la diplomatie, l'armée et les frontières extérieures. Et nous ne nous en sommes pas si éloignés de ce rêve. Parce que ce que l'Europe réussit le mieux aujourd'hui, c'est d'assurer le marché. La direction de la concurrence, qui a la compétence exclusive sur la question, fait du bon travail. La plupart des réformes de libéralisation en France ont été poussées par l'Europe. Je pourrais en citer des milliers. Et le fait que l'Europe soit triste et technocratique est une excellente chose, parce que qui dit marché dit normes et règles. Et cette règle doit être juste, impartiale, et n'a pas besoin de fournir du rêve. Le rêve, ce sont les individus, les citoyens qui doivent l'inventer pour eux-mêmes, pas l'administration centrale à qui nous demandons d'être justes, nous nous chargerons d'être heureux. Le marché, les droits fondamentaux, et de ce point de vue, à la fois la CEDH et la CGIE font un excellent travail sur des sujets tels que la reconnaissance, pour prendre des sujets contemporains, la reconnaissance des enfants nés de GPA à l'étranger, sur l'euthanasie, sur la réforme de la garde à vue. La CEDH agit véritablement comme instance de dernier recours. Alors je sais que ça fait partie de la famille des institutions européennes, c'est pas l'UE, comme instance de dernier recours et bien souvent une influence bénéfique sur notre droit. En termes de diplomatie, la haute représentante est une étape importante et elle est bloquée aujourd'hui, non pas par l'Europe, mais par les États souverains nationaux qui veulent absolument maintenir les dorures de leurs Quai d'Orsay respectifs. Et d'un point de vue démocratique, je ferai remarquer que le Parlement européen progresse vers une démocratie de type britannique, puisque maintenant, le président de la Commission européenne est l'élu du parti majoritaire et non plus désigné par les chefs d'État, ce qui est une évolution très importante. Et l'étape d'après, c'est naturellement que les commissaires suivent la même voie et soient directement responsables devant le Parlement. Donc tout ça pour dire que l'idéal de l'Europe, c'est l'union sans cesse plus étroite des peuples, pas des administrations. Et donc laissons les peuples s'unir y compris en se décomposant en sous-ensembles, en villes, en régions. On voit qu'il y a des mouvements sécessionnistes partout. On voit que l'État-nation a cessé d'être le cadre naturel de la réflexion. On voit que face au Brexit, l'Angleterre se divise et Londres dit « Non mais écoutez, si eux veulent sortir, nous on veut rester ». Et que l'identité de londonien devient supérieure à l'identité britannique. Et c'était bien ça, l'idée de Spinelli originelle. Donc les institutions aujourd'hui peuvent servir, telles qu'elles sont, à définir cet état de droit neutre et lointain, qui nous permettra de redéfinir à nos niveaux des ensembles démocratiques, plus humains, plus petits, et donc d'aspirer les États-nations à la fois par le haut et par le bas. Et c'est ça la liberté des modernes. Merci Gaspard. Dominique Régnier, je voudrais que vous réagissiez, peut-être ceux qui en ont envie, peut-être Laurent Bigorne ou Marc-Olivier Padis ou Alexandre Jost, là je vois qui a envie déjà de réagir. Voilà, à ce qui a été dit déjà sur cette première question, on voit bien surtout entre la première et la dernière intervention, voilà, il y a eu deux visions qui sont vraiment opposées. Pour Gilles, on a le modèle européen, on l'a sous les yeux, il existe, c'est la démocratie politique, l'économie de marché, la redistribution sociale, le libéralisme sociétal. Donc voilà, on l'a tellement sous les yeux qu'on ne le voit plus et qu'on ne sait plus tellement voir que c'est une valeur fondamentale et que c'est ça finalement qui peut nous rapprocher. Et puis pour Gaspard, il y a le rêve à travers la crise d'aujourd'hui d'un État minimal qui assure finalement quelques fonctions essentielles qui permettent de vivre ensemble. En ce moment, on entend beaucoup dans le discours politique des gens nous dire il faut une refondation de l'Europe. Tout le monde a ce mot à la bouche. Voilà, la crise, là, comme si c'était le mot magique pour essayer de fermer la crise ou essayer de l'endiguer. Mais on ne voit pas très bien aujourd'hui qui aurait la légitimité, la capacité de poser sur la table un projet de refondation et surtout une capacité d'entraînement des autres partenaires européens. Il faut, pour faire des choses en Europe, avoir une très forte capacité d'influence. Et aujourd'hui, ce qui rend la chose difficile, compliquée, c'est qu'on a le sentiment qu'il n'y a plus cette capacité d'influence et cette capacité à fédérer qu'avait autrefois le couple franco-allemand, qu'il n'a plus aujourd'hui. Dominique, comment est-ce que toi, tu vois
une manière de reprendre un projet européen, si encore une fois il faut un projet européen, une façon de remettre du carburant dans quelque chose qui peut fédérer ces différents peuples. Alors merci. Comme le thème sur lequel tout à l'heure je donnerai un point de vue enveloppe une partie de la question que tu viens de poser, je voudrais répondre cependant, donc encore plus rapidement que les intervenants bien sûr, en m'appuyant sur ce qui a été dit, qui était fort intéressant. D'une part, ce qu'a dit Gilles tout à l'heure sur le corpus de nos valeurs par lesquelles nous nous distinguons et qui fait que notre histoire jusqu'ici s'est déployée de cette manière-là et que nous tenons à ce qu'elle continue ainsi. Ça me paraît, moi, être une description tout à fait pertinente. Alors, Gilles, en matière de boutade, a dit c'est la social-démocratie. C'est pas possible, et il le sait bien, parce que sinon, l'Europe n'aurait qu'un projet, ce serait une mono-idée, il n'y aurait plus de pluralisme. J'arrive à un problème, en fait, qui nous est posé à tous. Hein. Donc, il sait bien que c'est pas ça. Mais la question est la suivante, et je me la pose aussi. Hein. Quel est notre clivage, en fait, au sein du projet européen? Quel est notre clivage? Qu'est-ce qui fait que nous avons des désaccords à l'intérieur de ce corpus commun? On ne sait plus le dire aujourd'hui. Et entre la droite et la gauche européenne, il n'y a plus de clivage significatif, c'est-à-dire de clivage capable d'articuler un rythme démocratique. On est en peine, et en panne aussi, on est en peine pour le dire. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une dialectique démocratique dans le projet européen? On peut être un peu plus social-démocrate, un peu plus social-libéral, mais ce n'est pas ça qui fait un clivage. L'histoire du clivage démocratique, ce qui nous a constitués, repose sur des partitions qui sont bien plus profondes et bien plus déterminantes. Et si nous ne savons pas répondre à cette question, quel est ce clivage, nous allons voir, c'est ce que disait Gaspard qui m'a beaucoup intéressé aussi, nous allons voir apparaître une espèce de... Ça peut être très beau, ça peut être catastrophique. On ne le sait pas aujourd'hui. C'est la société elle-même, civile, s'empare du sujet. Londres et Paris, qui disent cela, ça nous ramène aux âges pré-nationaux, des villes hanséatiques, qui à la Renaissance ont inventé pour la première fois un espace européen économique, avec les bourgeoisies marchandes des villes commerçantes, au même moment à peu près où les grandes cités, en particulier les cités italiennes, inventaient la démocratie telle que nous la pratiquons aujourd'hui. Il y a beaucoup de variations, mais peu importe, c'est la généalogie. C'est si bien que dans ce moment-là, les villes, les entités municipales ont joué un grand rôle historique parce qu'il n'y avait pas d'État. Aujourd'hui, elles retrouvent ce rôle. Vous voyez le phénomène en France de la métropolisation. Hein. Elles retrouvent ce rôle parce qu'elles s'emparent d'un rôle qui a été abandonné. Et donc voilà, j'arrête là, mais moi je dirais, il faut qu'on soit capable de dire sur quel sujet, à l'intérieur de l'espace européen, compte tenu d'un corpus commun, sinon nous ne faisons pas communauté, nous sommes capables de nous opposer les uns aux autres. Aujourd'hui, on ne sait pas répondre à la question. Alexandre Jost. Oui, merci Dominique. Moi j'ai envie de réagir à la phrase de Gilles tout à l'heure, projection dans l'avenir. Et à la Fabrique Spinoza, think tank du bonheur citoyen, on essaie toujours de réfléchir en miroir l'individu et la nation ou le collectif. Et je trouve intéressant une statistique de l'Ipsos dans le trophée du bien-être en fin 2015 qui disait que la moitié des Français ont l'impression de passer à côté de leur vie. C'est triste quand même. Pour le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman, les Français, les gens, les hommes, les femmes sont des très mauvais prédicteurs de leur utilité future, à comprendre leur bonheur futur. Et je pose donc la question, est-ce qu'il y a possibilité de définir un projet collectif quand on ne se connaît pas soi-même? Et les entreprises qui sont très inspirantes en ce moment sont les entreprises libérées, des structures assez néolibérales, mais qui ont la particularité d'une part de définir des visions très fortes qui rassemblent les collaborateurs, leur donner une très très grande autonomie, et d'autre part, eh bien, de les accompagner via du coaching individuel. C'est l'entreprise Imatech où chaque salarié a la possibilité d'avoir du coaching individuel comme un facteur déterminant pour que, se connaissant soi-même, on puisse définir un projet collectif et donc une vision. Et je conclurai là-dessus en disant, n'y a-t-il pas un enjeu très simple qui est d'équilibrer les enjeux individuels et les enjeux collectifs et de nous mettre chacun d'entre nous devant nos responsabilités à définir nos différences, nous comprendre nous-mêmes pour définir ensuite un projet collectif qui nous aille. Merci Alexandre. En tout cas, on voit bien l'importance de la société civile. Je vous propose qu'on avance et qu'on se pose la deuxième question. Avec qui construisons-nous ce projet? Quelles en sont les frontières?
On va avoir 2 speakers dans un premier temps, et puis pareil, ensuite on fera réagir les uns et les autres. C'est donc Laurent Bigorgne de l'Institut Montaigne et Marc-Olivier Padis de Terra Nova. Laurent, c'est à toi. Merci beaucoup. Je vais essayer de respecter moi aussi le temps. J'ai essayé d'interpréter la question de façon assez libre, parce que avec qui on pourrait penser, avec quel pays, avec quelles aires géographiques. Soyons plus ambitieux, avec quelles forces politiques, sachant qu'il y a des forces qui historiquement ont soutenu le projet européen et qui sont aujourd'hui en situation de point bas, mais aussi avec quelle partie de la population. Il y a eu une époque où, au fond, les classes populaires, les classes moyennes, les élites se reconnaissaient dans le projet européen, et ça a été très bien dit par des intervenants antérieurs. Tout cela est beaucoup plus contrasté. Moi, j'aimerais relever 4 remarques sur cette, au fond, communauté de construction. La première, c'est qu'elle est difficile même à envisager depuis la France, parce qu'il y a une forme de sentiment d'altérité. Ce qu'on découvre progressivement, et ça ne date pas d'hier, c'est que l'Europe ne nous ressemble plus à nous, Français. C'est à la fois désagréable, mais c'est la réalité. Ce projet n'est plus la plus grande France. Il ne dépend plus d'une commission européenne peuplée de fonctionnaires français bénévolents vis-à-vis de la France. Et il joue une partition économique et politique qui est désagréable aux yeux des Français. Elle est parlementaire, là où ils sont présidentialistes, ou en tout cas plutôt tournés vers ce régime. Et effectivement, elle est plutôt libérale, là où les Français sont plutôt dirigistes. Donc il y a une altérité qui fait que la France a un mal fou aujourd'hui à trouver des partenaires de jeu, et ils se tournent alternativement vers les uns et vers les autres, en donnant d'ailleurs le sentiment d'être assez changeant, ce qui n'aide pas à construire évidemment un projet dans la durée. Deuxième sentiment qui est compliqué, c'est un sentiment d'isolement. Au fond, qu'est-ce qui est le plus préoccupant? Est-ce que c'est le Brexit, ou est-ce que c'est la longue divergence entamée avec l'Allemagne? Divergence économique, divergence énergétique, divergence politique, militaire, commerciale, divergence culturelle, l'abandon des pratiques respectives de l'allemand et du français dans nos 2 pays, et une divergence sur le Brexit lui-même. Quand on a bossé à l'Institut Montaigne sur la question du Brexit, ce qui nous a paniqués, mais parce qu'on n'y avait pas assez réfléchi sans doute, c'est de voir à quel point on avait un sentiment de peur par rapport au Brexit qui n'était pas partagé par les Allemands. En tout cas, les surfaces de division n'étaient pas les mêmes dans les pays. Je pourrais revenir sur ce point. Altérité et isolement, pourtant il y a des leviers. Il y a des leviers, et j'aimerais revenir un instant sur la question qui nous était posée par Loïc tout à l'heure sur comment justifier le projet européen. Il y a des leviers, c'est celui d'une grande bipolarité du monde, avec quelque chose qui est plus important encore même que cette bipolarité USA-Chine, c'est que la Chine va dépasser ou a dépassé les États-Unis. Et ça, c'est un cas de figure extraordinairement nouveau, parce que c'est plus du tout la dynamique de la guerre froide. On est dans quelque chose de très nouveau. Et si on veut exister, il faut se poser la question de la masse critique qui nous fait exister. La question évidemment des ennemis extérieurs et intérieurs. Le contexte migratoire. Le fait, dans ce cadre-là d'ailleurs, de ne pas avoir été capable de repenser Frontex est une folie. La polarisation de certaines sociétés, de certains marchés du travail, avec le sentiment de fragilisation, déclassement des classes moyennes. Est-ce qu'on pourra encore aller chercher avec qui construire? Est-ce qu'on pourra encore aller chercher demain les classes moyennes pour construire le projet européen, alors même qu'elles se sentent aujourd'hui larguées? Ce qui est un problème européen, mais démocratique plus globalement. Et alors, pour essayer, malgré tout, une fois qu'on a, au fond, posé ce damier de difficultés, il y a un contexte aujourd'hui qui est celui du Brexit. Pour moi, c'est un mouvement qui est irréversible. Je ne vois pas les uns et les autres revenir à la table pour rediscuter de l'accord du 19 février dernier, que je trouve d'ailleurs très problématique en soi. Et puis, on ne peut pas donner le sentiment au peuple français, au peuple européen, qu'on va revenir sur le vote des Britanniques. C'est-à-dire qu'on cherche à tricher, qu'on cherche à nouveau à faire l'Europe dans le dos des uns et des autres. Il y a 17 millions de Britanniques qui ont voté pour une certaine vision qu'ils ont de l'Europe, et je pense qu'il faut les respecter. L'enjeu, c'est de faire de ce moment un point bas, et non pas le point de départ d'un nouveau délitement. Et alors, comment est-ce qu'on réussit à en faire un point bas pour rebondir dans un contexte où la négociation qui va s'engager est une négociation de tous les dangers, puisqu'aucun des acteurs autour de la table n'a de but de guerre précis. Sonnés qu'ils sont les uns et les autres, impréparés qu'ils sont les uns et les autres. Eh bien, il faut que, j'en reviens à des méthodes, conventionnelles, une entente franco-allemande forte, mais il y a un deal à trouver. Il y a plus de responsabilité du côté des Français, plus d'engagement du côté des Allemands. Les Allemands ne s'engageront que s'ils nous trouvent responsables, et de ce point de vue-là, il faut que la classe politique française s'interroge. Il y a un renforcement de la zone euro, je ne m'appesantis pas, ce sera développé dans l'autre table ronde. Et puis, il y a la capacité à faire bénir par le peuple, à mon avis pas par le référendum, mais dans des campagnes électorales, des éléments de redéfinition forts du projet européen, sachant que cette Europe par le haut n'a de sens que s'il y a une Europe par le bas qui se fait. On a évoqué la question des villes, mais c'est aussi
une Europe des entreprises, donc d'un aboutissement du marché qui permette que cette Europe des entreprises se fasse, une Europe des universités qui est aujourd'hui un projet à l'abandon, une Europe de l'éducation qui n'existe pas à ce stade. Et il y a quantité d'éléments sur lesquels on peut tenter de réunir le projet d'Europe par le haut et le projet d'Europe par le bas. Merci Laurent, il y a beaucoup de pistes dans ton intervention. Marc-Olivier Padis, Terra Nova. Merci. Oui, donc avec qui faire l'Europe? La question renvoie évidemment tout de suite à la question du périmètre, c'est-à-dire faut-il envisager un autre périmètre de l'Europe? De fait, avec le départ britannique, le périmètre change. Et moi, je crois qu'il faut dédramatiser cette question du périmètre. C'est-à-dire si il y a un mouvement de contagion post-Brexit, ce que personnellement je ne crois pas, il ne faut pas que ce soit une source d'inquiétude particulière. C'est-à-dire, si le Danemark veut, dans la foulée, quitter l'Union européenne, évidemment, ce serait un deuxième mauvais signe. Mais dans le fond, c'est peut-être aussi un moment de clarification qui est devenu nécessaire pour l'Europe. On a parlé justement du projet. Aujourd'hui, si des pays ne se retrouvent plus dans le projet, on n'est pas dans l'Union soviétique, on n'envoie pas l'armée en Grande-Bretagne, donc les gens partent. Mais évidemment, on a une sensibilité différente des Allemands sur ce sujet. C'est le deuxième point. La France est plutôt favorable à une Europe à géométrie variable, une Europe des cercles différents, dont la zone euro serait évidemment le noyau dur. L'Allemagne est plutôt attachée à l'union à 27, le projet collectif. Et Laurent Bigorgne a eu raison de souligner le fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est autour de ces clivages entre France et Allemagne que se réorganise le débat européen. C'est une amorce de réponse à la question posée par Dominique Régnier. Où sont les clivages? Là, je crois qu'on a clairement des clivages entre Français et Allemands. On sait qu'on a ces clivages sur les règles de l'union monétaire. Les Allemands ont dû beaucoup céder sur le rôle de la Banque centrale européenne, le contrôle bancaire, etc. Les Français, comme ça a été rappelé, sont sous la pression allemande pour maîtriser davantage leurs dépenses publiques. Et là se joue, dans cette capacité de refaire un compromis franco-allemand, une grande partie du projet européen. Troisième point sur cette divergence, ou cette question avec qui on fait, je voudrais rejoindre ce que disait un peu Thierry Chopin sur la contestation de cette grille de lecture qui s'est mise en place, opposant un projet européen porté par les élites à la révolte du peuple floué par les promesses bruxelloises. Je crois qu'effectivement, ce n'est pas le cas. Bien sûr, je n'ignore pas qu'il y a des mouvements anti-européens, et on les connaît en France, ils sont très présents. Mais il faut vraiment comprendre ce que c'est que le discours populiste qui est à l'œuvre aujourd'hui sur l'Europe et ne pas concéder finalement à cette rhétorique populiste qui s'est mise en place sur l'Europe qui aurait trahi son idéal et qui aurait trahi les peuples. Je crois que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que c'est que le populisme? C'est très très difficile à définir. Je suppose que même dans ces murs, dans une fac de droit où il y a de la science politique, probablement on peut faire des colloques entiers pour définir le populisme. Et il y a quelqu'un qui a donné une réponse toute simple la semaine dernière, c'est Boris Johnson. Il a montré ce que c'était que le populisme. Et ça tient en 3 mots: impréparation, inconséquence, irresponsabilité. Et c'est le discours qui est envoyé aujourd'hui même par l'extrême droite et une partie de la droite française, qui consiste à dire aux électeurs: vous avez le droit d'être inconséquent. Soyez inconséquent, ce sera bon pour vous. Ne pensez pas aux conséquences de votre vote. Ce discours qui, Dominique Régnier me corrigera, il est meilleur que moi dans les analyses de sondage. Quand on fait des enquêtes qualitatives auprès des électeurs du Front National, on voit ce discours qui consiste à dire nous en avons marre de ce projet, on va contester une bonne fois et ils se débrouilleront avec ça. On va voter Front National pour les emmerder, ce qui est un vote d'inconséquence.
et d'inconséquences qui retombent, bien sûr, évidemment, sur les plus modestes, etc., comme on le verra dans les zones britanniques qui ont voté pour le Brexit, qui ne vont plus avoir de fonds structurels européens dont ils avaient pourtant bénéficié. Donc je crois qu'il faut contester ce discours qui encourage cette forme d'inconséquence et rappeler que justement le projet européen, mais aussi dans le fond la souveraineté, c'est faire preuve de responsabilité, parce que la démocratie est inséparable d'une forme d'exercice de la responsabilité. Donc ce qu'ont fait les souverainistes britanniques, c'est le contraire de l'exercice de la souveraineté, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encouragé les citoyens à avoir un regard responsable sur la politique et à prendre leurs responsabilités. Je continuerai sur les autres points plus tard. Merci. Merci Marc-Olivier. Alors, Gilles Finkelstein veut réagir, peut-être Dominique Régnier ensuite, ou... Alors, encore plus en style télégraphique que tout à l'heure, réaction à ce qui a été évoqué autour de 3 mots. D'abord, le mot illusion, je rejoins ou je partage ce que dit d'une autre manière Laurent Bigorgne. On a vendu ou on a expliqué, ou on a espéré pendant longtemps que l'Europe, ça serait la France en grand. Et on mesure que l'Europe ne sera pas la France en grand et qu'elle ne peut pas l'être, qu'elle ne pouvait pas l'être avant, a fortiori qu'elle ne peut pas l'être dans une Europe élargie. Illusion, et là pour le coup je pense que c'est celle de Gaspard, de penser que les nations c'est terminé. Les nations non seulement restent le cadre de la démocratie, mais elles restent le cadre d'une partie considérable des identités, et on voit à quel point le débat autour de l'identité occupe, on peut le regretter, je le combats moi-même, mais il faut le constater, le mesurer, l'analyser pour pouvoir le combattre. Et je ne crois pas du tout qu'on soit dans une période historique où les nations sont sur le retrait. Illusion aussi sur le populisme. On pourrait avoir le débat, évidemment il faut contester le discours populiste, évidemment il faut contester ce lien entre l'Union européenne et les difficultés des milieux populaires. Évidemment, il faut refuser d'assimiler le peuple à une partie du peuple, mais il faut regarder de face ce phénomène que l'on a dans à peu près tous les pays à l'occasion des élections européennes et à chaque référendum. Les milieux populaires, les employés, les ouvriers se défont de l'Union européenne. Et donc, il faut essayer de comprendre pourquoi et il faut essayer d'y répondre. Ça, c'était le premier mot, illusion. Je ne vais pas être trop long. Le mot division, je crois que c'est très important ce que dit Dominique, cette question des clivages. On peut discuter de ce qui reste et de ce qui a disparu au sein du clivage gauche-droite si on s'en tient à la question européenne. Ce qu'il faut mesurer, c'est à quel point ça vient percuter le clivage gauche-droite, pas seulement parce que la question européenne traverse la gauche et la droite, mais parce que la manière dont on vit le clivage gauche-droite ne peut pas être la même au niveau européen. Au Conseil européen, il y aura toujours des gouvernements de gauche et des gouvernements de droite et il faudra trouver des compromis. C'est pareil au sein de la Commission et c'est même pareil au sein du Parlement européen parce qu'il n'y a pas de majorité s'il n'y a pas des compromis entre les chrétiens, les démocrates chrétiens et les sociaux-démocrates. Donc le clivage gauche-droite trouve là une difficulté considérable d'expression. Je termine par le dernier mot, celui de Vincent, refondation. Qui peut poser la refondation? Ça pose la question du processus qu'il a évoqué, à la fois comment on bâtit cette refondation et comment elle est adoptée. Mais ça pose une question qui, à mon avis, la plus vertigineuse, c'est pas celle du processus, c'est celle du contenu de la refondation. Parce que mon intuition, c'est que l'architecture de l'Union européenne telle qu'elle est, elle est à la fois insuffisamment intégrée pour une partie, la zone euro est peut-être même moins que la zone euro, et peut-être trop intégrée pour une partie, les 28, et même peut-être un cercle plus large. Mais si on dit ça, c'est un changement absolument considérable, et reste à savoir à la fois comment le penser et comment le faire adopter. Alors Dominique d'un mot, et après Thierry Chopin c'est très court. Et Laurent Bigorgne. C'est simplement, il n'est pas, on ne va pas le faire ici, il n'est pas si difficile que ça de définir le populisme.
En plus, il est facilement observable partout sous des formes relativement différentes, dont la plus performante est un populisme de droite, de type xénophobe. Ce n'est pas la seule forme, c'est la plus performante. Il existe un populisme de gauche, bien sûr. Mélenchon, Montebourg, qui parlent des talibans du droit pour qualifier les Européens. Il y aurait beaucoup à dire sur cette référence aux talibans dans le discours de Montebourg, par lequel on fait revenir des éléments qui, quand même, agrègent autour de vous et sont censés agréger une forme d'approbation, d'adhésion. Le problème aujourd'hui, il n'est même plus que les partis populistes se portent bien. Il est que ce discours populiste sur l'Europe passe, y compris dans les élites de gouvernement. On est à une étape d'après. Je suis frappé de voir, et je termine là-dessus, c'est un fait d'observation. Depuis le Brexit, je n'entends que, je dirais, des énoncés très critiques à l'égard de l'Europe par ceux qui ont fondé l'Europe ou qui font l'Europe. Et pour moi, le pompon, ça a été Valéry Giscard d'Estaing, qui, il y a quelques jours, a osé dire il faut fonder l'Europe sur les peuples. J'ai envie de lui dire, mais mon gars, mais il y a quand même une espèce de responsabilité dans l'histoire. Il y a des gens qui ont, avant nous, fait des choses, etc., dont on va essayer d'être à la fois les héritiers dignes et puis en même temps introduire là-dedans un peu de vie et de progrès comme on le souhaite. Mais c'est absolument fascinant de voir à quel point aujourd'hui tous les gouvernants, pas tous, mais enfin beaucoup en tout cas, sont entrés dans ce discours-là. Et vous ne trouvez pas, et ça ne fait pas, c'est pas d'aujourd'hui, vous ne trouvez plus réellement un chef d'État ou de gouvernement, un chef politique capable de gouverner dans un pays européen qui porte fièrement un projet européen. Il me semble que le dernier en France a été François Mitterrand, il me semble. On ne voit plus ces figures qui, à la tête d'un État ou d'un gouvernement, tiennent bec et ongle à défendre une vision de l'Europe. S'il n'y a pas quelqu'un qui porte dans un pays, ou plusieurs personnes qui portent pour l'Europe un projet européen, comment veut-on que l'Europe fasse sens ? Il faudra peut-être d'ailleurs faire en sorte que cette question-là soit aussi présente pendant la campagne électorale, puisque ça devrait occuper de toute façon une bonne partie du temps du prochain président. Alors, plusieurs réactions. Thierry, Gaspard et Laurent. Oui, merci. Je vais revenir d'un mot sur ce que disait Laurent, qui paraît essentiel, et essayer d'élargir un tout petit peu la perspective, c'est-à-dire sur le rapport de plus en plus compliqué des Français à la construction européenne. Je pense que cette analyse-là, on doit la faire aussi pour les autres États membres. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne en considération, pour penser les conditions d'un nouveau compromis sur un projet européen à redéfinir, il faut qu'on prenne en considération l'évolution et la dynamique en fait, des visions nationales sur l'Europe. C'est le cas évidemment pour la France qui ne croit plus dans sa réincarnation à l'échelle supérieure. C'est le cas sans doute aussi, mais il faudrait en discuter finement, de l'Allemagne qui n'est peut-être plus encore, au moins sur un registre économique, dans une logique de rédemption. Alors, c'est ce qui a donné son sens, évidemment, à l'appartenance de ce pays à la construction européenne. Elle est peut-être encore sur un registre diplomatique et militaire, mais c'est à voir. Depuis le référendum britannique, on sait que finalement, les Britanniques ne sont plus dans une logique d'optimisation de leurs intérêts nationaux à l'égard de leur appartenance au sein de la construction européenne. Et quid des pays centre-est européens, quid des pays du Sud qui, finalement, pour lesquels leur appartenance à la construction européenne, ce qui donnait du sens à cette appartenance, c'était la transformation de leur régime politique en démocratie et économique en économie de marché. Est-ce qu'aujourd'hui on est encore complètement là-dedans ? C'est pas certain du tout. Et donc je pense que penser un nouveau compromis en fait, au niveau européen suppose en fait, de s'appuyer sur ces dynamiques des visions nationales. Dernier point très bref, sur la question des clivages, effectivement essentiel, hein, Dominique, tu as raison. On a beaucoup parlé finalement des clivages entre États. Moi, ce qui m'inquiète énormément, ce sont les clivages entre peuples, en fait, qui ressurgissent aujourd'hui avec des stéréotypes parfois absolument scandaleux. Et ça, c'est nouveau, finalement, dans la vie politique européenne. Gaspard oui. Et Laurent. D'abord, vouloir la fin des États-nations, ce n'est pas vouloir la fin des nations, c'est vouloir la fin de l'assimilation de la nation à une structure administrative. Et je pense qu'il y a un phénomène de génération assez clair qui était très net dans le vote Brexit, même si les jeunes se sont abstenus, on peut en reparler, qui fait que la dynamique va quand même vers, et que le sursaut des nationalismes est plutôt le chant du cygne, à mon avis, d'une génération qui ne supporte pas de perdre ce qui faisait son identité homogène, qui était l'État-nation.
Mais après, en me situant temporairement, néanmoins dans le cadre de l'État-nation, j'ai une petite remarque périphérique par rapport au couple franco-allemand, puisqu'on ne parle finalement que de ça. N'oublions pas que l'Europe, c'est 27 pays, et peut-être pourrait-on y substituer, je le dis sous forme de boutade, mais le couple roumano-ukrainien, parce que c'est dans ces pays-là, il y a un appétit d'Europe immense. Je rappelle qu'en Ukraine, les gens sont morts, place Maïden, avec le drapeau européen dans les mains, et j'étais en Roumanie, qui est un pays que je connais très bien, lors des dernières campagnes européennes, et les gens mettaient des drapeaux européens aux fenêtres. Parce que, d'ailleurs, c'est un peu ce que tu disais, il y a dans les pays d'Europe de l'Est qui sont maintenant, qui sont combien ? Ils sont 9 ou 10, enfin bon, qui sont un tiers du bloc. Pour eux, l'Europe a été salvatrice, l'est toujours. Elle permet toujours, dans le cas de la Roumanie, par exemple, d'améliorer la lutte anticorruption. Il y a des fonds structurels qui leur permettent, alors plutôt dans le cas de la Pologne, de construire leur pays, et ils le savent. Et ils ont le sentiment, et ils sont fiers d'appartenir à ce bloc. Donc il y a aussi une énergie, un sang, un dynamisme dans les nouveaux pays de l'Est qui peut nous aider plutôt que de toujours s'appuyer sur ce couple franco-allemand dont je comprends la valeur historique. Mais voilà. Merci Laurent. Et puis après, on passe au dernier temps. Moi, c'est sans doute par sentimentalisme, ayant passé ma vie entre les Ardennes et la Lorraine, que je suis attaché à ce couple, mais c'est aussi parce que je sais ce qu'il a voulu dire sur un siècle d'histoire dans ces régions, et que je suis attaché à son importance, et je la crois très structurante, par ailleurs, compte tenu de son poids économique. Tu as dit tout à l'heure, Vincent, quelque chose dans l'introduction qui est très important, c'est-à-dire que tu as dit les think tanks émergent, c'est très bien. Ça, c'est le verre à moitié plein, et j'essaye toujours de regarder effectivement ce côté-là du verre. Le verre à moitié vide, c'est qu'à mesure que peut-être on essaye les uns et les autres de faire progresser nos structures et de faire progresser le débat, moi je constate que par ailleurs au sein des partis politiques, la fonction de réflexion tombe complètement en désuétude. Et ça n'est pas sans lien avec le sujet que nous devons voir ici. L'ouverture à l'autre, la capacité à aller à l'étranger, la capacité à participer à des débats en anglais, puisque c'est la langue dans laquelle on doit s'exprimer aujourd'hui si on veut peser sur la scène internationale. Le goût de le faire, la capacité à prendre du temps. J'ai toujours frappé, quand je fais venir des Allemands en France, ils viennent, ils sont attentifs. Quand j'amène des Français en Allemagne, je parle de responsable politique, j'ai honte généralement. Et je ne vous décris pas pourquoi, je pense que chacun peut s'imaginer. Et je dis ça parce qu'en réalité, quand j'essaye de voir ce que peut être le scénario, celui qui nous permettrait d'avancer, il y en a un qui est horrible, c'est celui du délitement. Parce que pour moi, le délitement, à plus ou moins long terme, ce sera la guerre. Peut-être une guerre qui ne sera pas une guerre violente, mais il y aura des phénomènes très désagréables qui en naîtront. Il y a évidemment celui que j'appellerais de mes voeux, qui est l'avancée vers plus d'intégration, une forme d'approfondissement d'un certain nombre de politiques que nous partageons aujourd'hui. Et puis, il y a le scénario du milieu, auquel je crois le plus, qui est le statu quo. Et au fond, cette incapacité à trouver un alignement des pays qui souhaiteraient aller vers plus d'intégration, majoritairement. Et je crois énormément au scénario du statu quo, et je trouve que ce n'est pas une promesse générationnelle très plaisante. Et scénario du statu quo, à mon avis, il est bien, et j'en termine là, il est bien rendu en écho aujourd'hui par un indice, un symbole. C'est que sans doute celui qui incarne le plus l'Union européenne aujourd'hui, ou sans doute celui vers lequel on peut tourner nos regards en disant « il s'est comporté comme un Européen », je ne dis pas que son action s'est faite sans problème, hein, c'est un banquier central. Ce n'est pas un responsable politique, c'est un banquier central. C'est-à-dire que si je dois chercher, moi, l'homme européen, dont je trouve qu'il a l'action la plus courageuse, la plus lucide depuis une quinzaine d'années, il est italien, il n'est pas politique, ce qui est un drame, c'est un banquier central. Et je trouve un signe des temps. Merci Laurent. On passe donc au troisième temps. Comment, dans ce projet, redéfinir la démocratie ? Nous n'avons pas parlé du Parlement européen, il n'est peut-être pas complètement hasard. Certains avaient évoqué au moment du débat sur la zone euro et sur la crise de l'euro la nécessité de créer peut-être un Parlement de la zone euro. C'est notamment la thèse qu'avait soutenue Thomas Piketty avec d'autres think tanks, d'autres personnalités. On va entendre Dominique Régnier et puis ensuite Alexandre Josse, et de la même manière, on poursuivra le débat avec les autres. Alors je me joins
joins aux intervenants précédents pour remercier beaucoup le Cercle des économistes de son invitation et d'avoir la possibilité d'évoquer ici ensemble cette question qu'est l'Europe. Je voudrais simplement, moi, pour l'analyse, dans les 4 minutes qui me sont données, vous dire que je voudrais attirer votre attention sur un excès d'interprétation qui a cours depuis le Brexit. On surinterprète ce résultat. C'est ce que j'appellerais, moi, une espèce de contingence procédurale. Quand vous faites un référendum, vous fusionnez des mécontentements d'une très grande diversité et qui entrent dans ce tuyau, parce que ce tuyau se présente, et qui, en sortie, pour les mêmes raisons, sont incapables de produire quelque dynamique politique positive que ce soit. C'est ainsi, respectons la parole démocratique, le référendum a tranché, l'affaire est dite, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Mais ne considérons pas, comme on l'entend beaucoup en ce moment, avec une espèce de complexe d'infériorité, que le peuple a parlé, que le peuple désormais c'est ce qu'il veut, et que les peuples d'Europe se sont tout d'un coup levés comme s'il y avait à nouveau un printemps des peuples européens, parce que 17 millions de Britanniques ont eu le dessus numériquement sur 16 millions qui voulaient rester et que les autres ne se sont pas dérangés, même comme aussi vous le savez, cette élection, ce référendum a été particulièrement participatif. En 2005, on a eu un non en France. En 2007, les trois finalistes, si je puis dire, les mieux placés de la présidentielle française, avaient tous défendu le oui. Sur les 3, il y en a 2 qui avaient promis d'organiser un nouveau référendum en cas de victoire, François Bayrou et Ségolène Royal, et un qui avait dit, si je suis président, je ne ferai pas un nouveau référendum. C'est celui qui a été élu. La sortie politique d'une telle agrégation de mécontentement, je crois, nous amène à repenser ce qui s'est passé. Les peuples, je crois que ça s'arrête cette année malheureusement, mais les peuples, depuis 1945, qui font partie de l'Union européenne, quel que soit le nom qu'on va donner, ont toujours, c'est fini maintenant, mais ont toujours jusqu'ici donné leur préférence à des majorités de gouvernements pro-européens. Vous regardez la série des élections législatives depuis 1945, dans tous les pays de l'Union, vous ne voyez pas de majorité donnée à des forces anti-européennes. Ça, je crois que c'est autant la volonté du peuple qu'un référendum organisé dans un pays particulier. Qu'avons-nous aujourd'hui pour justifier cette réflexion sur l'avenir de notre Union européenne? Nous avons un monde bouleversé, il a été beaucoup dit, je passe, ce matin il a été fait référence de manière très pertinente ici même dans la réunion générale. Nous avons des entités politiques très puissantes, on a parlé de la Chine, des États-Unis, etc. Nous avons des entités privées, GAFA, je ne sais pas comment on fait quand on est un pays comme le Royaume-Uni pour seul discuter avec Google, Apple, Amazon. Comment fait-on? C'est une nouveauté. Où est la puissance? Il y a des forces qui se diffusent rapidement. La religion, communication, finance, migration, pandémie. On pourrait en faire une liste. Le réchauffement climatique, on pourrait faire une liste impressionnante. C'est dans ce cadre-là que nous cherchons la réponse à la question démocratique. Aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il y a un euroscepticisme. En tant que l'Europe est frappée d'un rejet spécifique, il y a un scepticisme mesurable à l'égard de toutes les institutions politiques, nationales comme européennes, et plus nationales qu'européennes si vous regardez les indicateurs. Ce que j'appelle, moi, le stato-scepticisme est bien plus fort que l'euroscepticisme, mais pour des raisons évidentes, seul l'un a droit à une couverture intense. Alors, pour terminer en essayant de répondre précisément à la question, qu'est-ce que nous devons viser? Laissons là les souverainetés nationales, sans abandonner les nations. Visons la souveraineté populaire, c'est-à-dire la capacité qu'a un peuple de déterminer son futur, en fonction des valeurs qui sont les siennes. Gilles les a rappelées, et je les reprends. C'est-à-dire je fais l'économie, bien sûr, de les répéter. Par quels moyens? Une intégration croissante pour être à l'échelle de ces grandes puissances, étatiques, non étatiques ou autres que j'ai citées rapidement. Avec qui? Avec les pays qui le veulent. Et par quelle procédure? J'en termine ici. Il faut cesser d'organiser des référendums sur les traités européens dans un pays seulement. Ça n'est pas cohérent. Ce qui est légitime, c'est un référendum d'entrée ou de sortie dans un pays seulement. On doit rester libre de quitter l'Union ou libre d'y entrer.
Mais une fois que nous sommes à l'intérieur, construisons des consultations européennes sur les règles qui organiseront cette vie en communauté. Merci Dominique. Alexandre Jost, et puis après, il y a déjà quelques bras qui se sont levés pour des réactions. Moi aussi, j'ai envie de remercier le Cercle des économistes pour l'invitation, comme tu l'as fait, Dominique. Merci beaucoup. Moi, j'ai envie de proposer 3 réponses sur la démocratie européenne. La première, c'est, on ne l'a pas évoqué, mais c'est sous la forme d'un outil, mais c'est développer la civic tech comme un moyen de mettre en capacité les citoyens. Le référendum sur le Brexit, il nous permet quand même de poser 3 questions. 1, celle de l'éducation ou de l'information des gens face au populisme. Deuxièmement, de l'indécidabilité, 48% versus 52%, c'est quand même très très faible comme basculement. Et troisièmement, la mobilisation, même si elle est de plus de 70%, eh bien, pour les jeunes, elle est moindre. Et pour rappel sur la mobilisation, c'est Favin et Hotz, 2 chercheurs, qui nous disent que moins les gens sont heureux et moins ils participent à un vote. Donc la question de la mobilisation, elle est particulièrement prégnante, puisque ça veut dire que les gens dont on a vraiment envie de connaître l'opinion ne participent pas. Alors en quoi est-ce que la civic tech peut apporter des réponses ? La civic tech, c'est l'alliance de la technologie, des applications, de plateformes, et d'autre part de préoccupations politiques. Et les réponses qu'elle apporte, c'est élargir la participation à des jeunes. Les jeunes générations sont plus présentes sur les plateformes numériques pour échanger. C'est augmenter la qualité de l'information, et on a notamment l'association Vox qui fait des comparatifs de programmes politiques en ligne pour permettre à des gens de s'informer un peu mieux. C'est augmenter le pouvoir délibératoire. La plateforme Parlement et Citoyens permet à des gens de mieux s'approprier les débats, mieux comprendre les enjeux en échangeant dessus, et c'est augmenter la proactivité. Donc pour moi, soutenir, au sein de Far West Plaza, on pense que soutenir le développement des plateformes, c'est une manière de redonner la voix, donner de la capacité. Et si Tocqueville nous disait que la démocratie, elle s'apprend localement, on pense qu'elle s'apprend aussi interactivement. Deuxième réponse, co-construire un indicateur, vous êtes surpris, un indicateur de bonheur européen comme boussole fédératrice. Pourquoi est-ce qu'on pense ça ? Eh bien, on pense ça parce que les gens ont besoin de sens. Jean-Paul Leloy nous disait en 2010, le chiffre date un peu, mais que 72% des gens avaient besoin d'un but commun. Parmi les 5 regrets des gens au moment de mourir, on trouve le fait d'avoir vécu leur vie selon un modèle pensé par d'autres. On a interrogé récemment au sein de la Far Spinoza, via un indicateur trimestriel du bonheur des Français, sur s'ils pensaient oui ou non que le bonheur doit être une préoccupation politique majeure. Plus de 70% d'entre eux répondent oui. Ça n'est pas une idée folle. La commission Stiglitz nous disait qu'il y avait d'autres manières de mesurer le progrès d'une nation, et de nombreux pays se sont lancés dans cette manière de faire, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, pour définir des indicateurs nationaux. Alors de quoi il s'agit ? Il s'agit de co-construire ensemble, justement au niveau européen, eh bien, un indice sur, ne nous arrêtons pas sur le mot bonheur, sur ce qui compte vraiment pour les gens. En Angleterre, 200 000 personnes ont été rassemblées pour définir qu'est-ce qui compte pour moi aujourd'hui, individuellement et collectivement, et demain. Et sortant de ça, eh bien, des notions qui peuvent toucher la solidarité, qui peuvent toucher la fraternité, peu importe les mots, mais qui disent aux gens ce qui compte pour eux. Et pour conclure sur ce point-là, on peut se poser la question des clivages et du tronc commun. Interroger les gens là-dessus, d'après l'OCDE, c'est arriver à un socle commun de choses qui comptent pour les gens, parce qu'il y a un certain universalisme sur ce qui compte pour les gens, trouver des spécificités culturelles à l'échelle européenne et laisser de la place aux spécificités nationales ou infranationales. Et nous pensons que définir un indicateur européen de bonheur pour les gens, pour les peuples, c'est un moyen d'avoir un débat qui soit moins clivant, qui soit moins, nocif que celui de l'identité nationale, parce que le thème du bonheur est un thème sur lequel les gens et les peuples ont envie de s'exprimer. C'est une manière de donner un élan, c'est une manière de donner un cap et de générer un débat qui soit utile aux politiques publiques. Dernière idée que j'ai envie de développer très courtement, et si on faisait le pari pour définir la démocratie, de développer l'apprentissage de l'altruisme. À nouveau, vous allez être surpris par cette idée. Qu'est-ce qu'on peut faire comme constat ? La peur, la séparation entre les États, la balkanisation, plus d'États, même la Californie en dehors de l'Europe. La Californie, à un moment, réfléchissait à sa propre indépendance, ou en tout cas formulait une telle idée. Mathieu Ricard, le chercheur et le moine bouddhiste, nous dit que l'altruisme se désapprend. L'école est un lieu de désapprentissage de l'altruisme. À 5 ans, première étape, on ne prête plus ses jouets aux petits camarades, et à 12 ans, les normes sociales arrivent, et il est très malvenu de se comporter de manière altruiste vis-à-vis de préadolescents.
On le voit arriver au sein de l'école comme une solution. À nouveau, ne nous arrêtons pas aux mots. Compassion, solidarité, altruisme, peu importe solidarité, peu importe le mot. Concrètement, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? On voit apparaître des choses comme des écoles de la philanthropie qui font expérimenter dès le plus jeune âge à des gens ce que c'est que de se préoccuper de l'autre dans la ville d'à côté, dans la nation d'à côté, dans le pays d'à côté. On voit des écoles qui font faire des tests où on apprend à des jeunes, si on vous donne 100 €, vous voyez qu'en les utilisant pour d'autres, vous êtes plus heureux que si vous les utilisiez pour vous-même. Et enfin, on voit le Parlement anglais qui dit « Et si on incorporait des enjeux de méditation sur l'amour dans le système éducatif ?» Tout ça pour dire, ça paraît un peu étonnant, mais l'altruisme s'apprend, et l'altruisme c'est un premier pas vers le fait de ne pas se séparer, mais se rassembler. Et se rassembler, c'est la première étape pour refonder la démocratie européenne. Merci Alexandre. Vous avez promis qu'on allait être un peu surpris, que voilà, ça allait un peu décoiffer, que ça allait renouveler aussi un peu les problématiques. Et Alexandre est tout à fait dans cet esprit. Marc-Olivier Padis veut d'abord réagir, peut-être que d'autres, ensuite Thierry, peut-être d'autres voudront réagir après. Oui, 2 points. Puisqu'il faut qu'on fasse vite, qu'on soit efficace, je reprends l'expression de Gilles Finkelstein, les nations restent le cadre de la démocratie, c'est aussi ce que dit Marcel Gauchet dans la séance inaugurale et dans ses livres. On comprend, oui et non, en même temps. C'est-à-dire, bien sûr, on sait très bien que les gens sont attachés à la démocratie locale, voter pour le maire. On sait très bien que l'élection présidentielle qui arrive, c'est considéré par les Français comme le moment politique fondamental. C'est là qu'ils se reconnaissent. Mais, en même temps, la démocratie au niveau nationale, elle ne se porte pas si bien. Un argument rationnel des Brexiters, c'était de dire, au moins à Westminster, avec notre Parlement, c'est une démocratie qui a fait ses preuves et nous ne voulons pas d'une régulation bureaucratique de gens que nous ne connaissons pas, etc. C'est vrai que c'est un argument fort, mais regardez le triste spectacle que donne aujourd'hui la vie politique britannique. Les 2 partis politiques principaux explosés complètement. Trahison, double discours, double langage, etc. Mais j'irai plus loin. Sécession possible de l'Écosse, l'Irlande du Nord qui veut peut-être rejoindre l'Irlande, et c'est un mouvement qui n'est pas propre seulement au Royaume-Uni. La Belgique est un pays au bord de l'explosion, l'Espagne est un pays au bord de l'explosion. Où est le cadre national dans ces pays? Et j'irai plus loin. En Italie, en Espagne, les partis politiques sont complètement déconsidérés. Ce sont des nouveaux partis qui arrivent sur la scène sans être pour autant capables jusqu'à présent, mais ils sont arrivés récemment, de recomposer la scène politique. Donc la scène politique est quand même dans un chaos assez considérable. Et si on pense à ces oligarchies qui dominent la vie politique, regardons le spectacle que donne la vie politique américaine, qui est assez consternant aussi. On pense aux déclarations de Orban, qui parle aujourd'hui de démocratie non libérale. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire démocratie, oui, le vote, non libéral, fin de l'état de droit. C'est-à-dire, une fois que j'ai été élu, j'ai tous les droits. Je dissous la Cour suprême, je note mes copains où je veux, etc. Tout ça dans l'Europe, d'ailleurs, qui ne conteste pas. Donc c'est la démocratie qui va mal, mais à tous les étages. Et quand on pense au cadre national, par exemple russe, je dirais c'est le cadre national de la confiscation de la démocratie, et non pas de l'exercice de la démocratie. Donc, évidemment, la démocratie européenne, on connaît ses défauts, on en parle en permanence de ses défauts, mais c'est la démocratie elle-même qui va mal à bien des égards, mais aussi parce que c'est le système le plus difficile, le plus complexe, etc. Il ne faut pas oublier que l'entrée dans l'Union européenne a correspondu pour beaucoup de pays à un mouvement de transition vers la démocratie. Nos amis portugais, espagnols, grecs, puis tous les pays de l'Europe de l'Est ont rejoint l'Europe. Pour eux, ça a été un gain démocratique. Alors évidemment, pour les Britanniques, et un peu pour nous et d'autres pays avec une tradition démocratique bien installée, ce n'était pas le cas. Mais enfin, même pour la France, le fait d'appartenir à l'Europe, avec des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, etc., a permis un gain de démocratie malgré tout. Maintenant, juste un deuxième point rapide, parce que Vincent regrettait qu'on n'ait pas parlé du Parlement européen. Justement, j'avais prévu de dire un mot là-dessus, parce que d'habitude, quand on dit déficit démocratique européen, on dit justement qu'il faudrait plus de Parlement, passer par le Parlement. Et en fait, ça ne va pas forcément de soi. Je voudrais partager avec vous ici les réflexions d'un professeur de droit constitutionnel allemand qui a été juge à la Cour suprême allemande, qui s'appelle Dieter Green,
qui dit dans le fond, le déficit démocratique européen, c'est pas simplement l'incomplétude de l'architecture et le fait que le Parlement n'aurait pas assez de compétences. On peut faire l'hypothèse que même en donnant plus de compétences au Parlement européen, dans le fond, le gap démocratique ne serait pas comblé. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas en fait un jeu politique à l'échelle européenne. Les partis qui sont présents au Parlement européen sont en fait des coalitions de partis, des coalitions assez molles, qui ne renvoie pas à une opinion publique européenne. Le Parti populaire européen, par exemple, c'est quand même une agrégation assez complexe de partis qui ont des convictions très différentes. Donc, où est le problème plutôt ? Il y a des déficits démocratiques sur d'autres points. Et lui, il pointe à quelque chose qui est un peu technique, mais après tout, on est dans une fac de droit, ce qu'il appelle la constitutionnalisation des traités. C'est-à-dire que les traités européens tiennent lieu de constitution de l'Europe. Or, c'est le contraire absolu d'une constitution telle qu'ils sont rédigés. Une constitution, c'est quoi ? C'est comme la constitution française, un texte de principe, bref, compréhensible, et qui envoie des grandes idées. Les traités européens, au contraire, sont des traités qui vont dans les détails des politiques qu'il faut mener. Et nous ne pouvons pas revenir en arrière sur ces traités, puisqu'il faut l'unanimité, il faut les référendums, etc. Et c'est là qu'on sent ce décalage entre, disons, cette dépossession démocratique. C'est le fait que dans les traités, on a inscrit, au lieu d'avoir des traités qui sont simplement des grandes intentions, on a gravé dans le marbre des politiques qui devraient faire l'objet de mise en cause par des majorités politiques différentes. Et donc cette constitutionnalisation des traités, la difficulté de changer des arbitrages politiques dont on a besoin en permanence dans une vie politique, est sans doute beaucoup plus à la source de ce sentiment du déficit démocratique. Et donc il faudrait trouver des mécanismes de réorientation des politiques européennes et peut-être aujourd'hui donc moins parler des traités ou d'un nouveau traité ou d'une refondation de l'Europe. Tout ça, c'est du vocabulaire un peu ronflant et un peu disproportionné par rapport à ce qu'on est capable de faire, mais donc avancer sur des choses plus pragmatiques, des projets, et même si c'est pas avec la totalité des 27. Allez, quelques réactions de la salle et puis on reprend derrière. Je vais vous demander à ceux qui veulent intervenir de venir jusqu'ici. On va prendre... J'ai un micro. C'est parfait. Parfait. Vas-y. J'y vais. Juste une seconde. C'est d'abord monsieur et ensuite ça sera vous. Merci. Je suis Rubens Fage, je suis venu ici représenter un mouvement qui s'appelle Jamais sans elle, mais j'ai une question qui ne représente que moi. Tu veux que je profite pour... Oui, c'est important. Alors très rapidement. J'aurais pas osé. Jamais sans elle, c'est un mouvement qui a été lancé par un club qui s'appelle le Club des Gentlemen, qui est un club d'entrepreneurs et d'acteurs du numérique. C'est un club masculin qui s'est rendu compte... Merci. Qui s'est rendu compte qu'il fallait que les hommes s'engagent pour la présence des femmes dans la sphère médiatique, dans la sphère économique et dans les sphères publiques. Et donc on fait ça, on essaie de faire signer le maximum de monde et d'engager le maximum d'institutions à respecter cette règle, d'au moins une femme par panel. Voilà. Mais l'année prochaine, rencontre économique, ce sera mise en œuvre. Donc c'est la dernière année, vous voyez que des boules de testostérone à un panel. Bon, sur ce sujet précis, j'ai une question que je me pose depuis le début du panel, et chaque intervention m'a fait me la poser encore plus. C'est que je pars d'un constat qui est que dans l'histoire des nations, peut-être que c'est une fiction après coup, mais peut-être que c'est aussi un peu la réalité, on a très souvent eu un phénomène par lequel il y a une prise de conscience dans une nation, que ce soit dans le peuple ou dans les élites, et que cette prise de conscience-là peut conduire à un changement de cap sur tel ou tel sujet. C'est comme ça que les nations ont répondu à des crises dans leur histoire. C'est très général ce que je dis, mais grosso modo, ça se passe souvent comme ça. Ma question, c'est est-ce que l'Union européenne, telle qu'elle existe aujourd'hui politiquement et institutionnellement, est capable de ce genre de processus ? Autrement dit, est-ce que l'Union européenne, telle qu'elle existe, face à une menace ou à un défi qui le justifie, est capable d'une prise de conscience collective ? Et est-ce que si elle en est capable, elle est aussi capable d'un changement de cap, radical ou pas ? Merci, on va prendre une autre réaction. Il est fort. Vous m'entendez ? Très bien. Alors moi, c'est plus une réaction. Donc moi, je m'appelle Loris Godin, je suis vice-président de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes. Et ce qui, plus largement que simplement dans l'Europe, ce qu'on remarque, c'est qu'on a toujours des discours négatifs, des discours misérabilistes sur l'Europe, ça ne marche pas. Là, on entendait la réincarnation de l'Europe, la rédemption de l'Europe. C'est la même chose quand on parle de politique en France. Je pense qu'il faut arrêter aujourd'hui de toujours dire que ça ne marche pas.
Quand on parle de l'Europe, je prends un exemple tout bête. Ici, on est à l'université d'Aix-Marseille. Il y a un magnifique restaurant universitaire qui est en train d'être construit dehors. Vous regardez, il y a un panneau. Le Fonds européen du plan campus finance ce restaurant universitaire. Développe les universités. Quand on parle de recherche, horizon 2020, 79 milliards d'euros qui sont investis dans la recherche. Bon, Erasmus, c'est typiquement quelque chose qui marche. Le processus de Bologne, le fait que toute l'Europe aujourd'hui va avoir des diplômes qui sont cohérents, des étudiants qui peuvent aller traverser l'Europe pour apprendre de leurs prochains, pour apprendre des compétences, pour acquérir des connaissances et revenir chez eux. C'est quelque chose qui est merveilleux. Quand ça a été abordé Erasmus, tout le monde a dit c'est impossible. Aujourd'hui, c'est mis en place. Voilà. Simplement pour faire un petit point d'exemple. La question que je me pose aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que le temps est devenu très court. Alors peut-être la faute des médias, donc quelle est la responsabilité des médias aujourd'hui par rapport à l'Europe, mais elle se pose aussi par rapport à la France. J'ai perdu mon mot. Mais du coup, voilà, quelle responsabilité? Et est-ce qu'on ne devrait pas peut-être regarder l'Europe d'un peu plus loin? Alors nous, jeunes générations qui n'avons que 20 ans d'Europe derrière nous, on est ambitieux, on pense que l'Europe, c'est quelque chose de bien, qu'il y a énormément à construire là-dessus, et les générations plus âgées nous disent que l'Europe est en train de mourir. Alors, on a deux façons de voir les choses. Et je voulais juste faire un point là-dessus, parce que je trouve que c'est un peu dommage d'être toujours dans le discours de regret, le discours d'impossibilité. Merci, ça nous a fait du bien. On peut l'applaudir, absolument. Il y a une autre question à côté de vous. Oui, en fait, j'ai trois petites questions. Oula, Patrice Robin. Parce qu'il nous reste que 2 minutes, hein, donc... Je prendrai moins de temps que monsieur. Première question, est-ce que c'est pas une ironie aujourd'hui de voir l'Angleterre quitter l'Europe alors que c'est le succès du modèle anglais que l'on constate aujourd'hui, avec une Europe ouverte complètement au niveau des échanges économiques? C'est la première question. Deuxième question concerne l'euro. On a des totems, il y a des sujets dont on ne peut pas parler, où on parle peu. Mais est-ce qu'on ne peut pas se poser la question pour la France, est-ce que l'euro n'a pas contribué à la désindustrialisation de la France? Et troisième question, populisme. J'ai entendu la semaine dernière le président de la Fondation Robert Schuman, M. Giuliani, dire « le populisme, c'est le rejet des élites ». Et quand on entend en France, je crois que c'est presque une spécificité française, parler d'élite et de peuple, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'arrogance? Merci. En tout cas, pour la partie de votre deuxième question, il y a une table ronde qui va suivre sur les questions économiques, donc on laissera nos camarades vous répondre. Est-ce qu'il y a encore une intervention? On s'arrête là? Ok. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous veut rebondir, réagir? Alors moi, je poserais juste peut-être une question peut-être à Laurent Bigorne ou à Dominique Régnier. Il y a eu d'ailleurs une note de la Fondapol sur le sujet, juste sur cette question de la démocratie et de la capacité à réinventer aujourd'hui. Alors on a parlé des institutions, de l'incomplétude, etc. On voit bien que par en haut, ça reste très très compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas, et on voit que certains politiques s'y essayent à leur manière, en France et ailleurs, Emmanuel Macron en France, mais d'autres aussi, d'essayer de réinventer quelque chose par en bas précisément, en parlant peut-être un peu comme le jeune qui vient de parler à l'instant, c'est-à-dire d'essayer par la rencontre, alors ok, c'est long, c'est fastidieux, c'est pénible, ça va prendre du temps, mais de réinventer quelque chose. Est-ce qu'il faut un temps, peut-être coordonné au sein des pays européens, mais où il y a enfin un dialogue construit, élaboré dans le temps avec les peuples? Alors, en quelques secondes, pour aller très vite, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a quand même des solutions à disposition. Elles ne sont pas complètes, elles ne sont pas définitives, mais il y a quand même des solutions et on peut en lister quelques-unes très rapidement. Le tirage au sort peut être utilisé dans certaines conditions, ne soyons pas effrayés par ça, ça peut être très performant. Il y a un enjeu majeur qui est plus fort dans certains pays que dans d'autres, en France c'est majeur, qui est de limiter dans le temps le nombre des mandats. Il faut qu'il y ait une rotation, il faut faire respirer les représentants. Ce que vous avez dit, monsieur, tout à l'heure, en regrettant le côté pessimiste des discours, c'est un discours de personnes qui sont un peu fatiguées des fonctions qu'elles occupent depuis très longtemps. Eh bien, laissons passer les nouvelles générations. Il y aura des solutions qui viendront par les natifs du Nouveau Monde. Il y a aussi, à l'échelle de l'Europe, la nécessité de représenter un espace public européen. On peut améliorer cela. Il y a un projet que moi je porte depuis pas mal de temps, qui n'avance pas bien, mais qui est de faire de l'eurobaromètre, qui mesure l'opinion des Européens et qui réserve cette opinion, au fond, aux instances qui gouvernent l'Europe,
pour ne pas entrer dans le détail, on pourrait en faire un magnifique outil en lien avec le Parlement et tout le monde associatif, un magnifique outil qui régulièrement, sur des grands sujets, dirait quel est le point de vue des Européens et comment se structurent les clivages. Et puis enfin, les outils numériques offre beaucoup de possibilités, sans être fétichiste, sans penser que tout viendra de la technologie. Il y a beaucoup de possibilités nouvelles pour coproduire des décisions, pour favoriser une politique plus horizontale que verticale, plus délibérative et collaborative que descendante, autoritaire et péremptoire. C'est vraiment plus possible maintenant, c'est davantage possible que jamais, et il serait paradoxal de tirer de ces potentiels la conclusion que les choses vont aller de mal en pis et qu'il n'y a pas de solution. Un dernier mot de Gilles. Je crois que notre travail à nous, c'est d'essayer de partir du réel. Et donc, oui, 1000 fois oui, arrêtez de dire que rien ne marche. C'est vrai en Europe, mais c'est vrai aussi dans chacun de nos pays. Et donc réintroduire, c'est pas seulement le ça va mieux, c'est une dose simplement de regarder la réalité telle qu'elle est. Mais la réalité telle qu'elle est, c'est qu'il y a aussi des choses qui ne vont pas en Europe. Et pour répondre à la question qui a été posée, est-ce que dans l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, un changement de cap, la prise de conscience d'un changement de cap est une perspective crédible? Je n'en suis pas sûr. Bon, je termine d'un dernier mot. Quand j'écoute les débats depuis le début, entre ce qui a trait à l'Europe elle-même et ce qui a trait à la démocratie, et qui ne concerne pas seulement l'Europe, qui concerne aussi nos propres pays, on mesure à quel point on a un champ de réflexion absolument immense et d'imagination nécessaire devant nous. Et je termine en vous livrant, elle est revenue pendant le débat, cette citation de Kant, parce que je crois qu'elle correspond à la nécessité de l'heure. Le maître dit « ne raisonnez pas, obéissez ». Le financier dit « ne raisonnez pas, payez ». Le prêtre dit « ne raisonnez pas, priez ». Et moi je dis « ayez le courage de penser ». Je crois que c'est ça le devoir, la tâche qui est devant nous. Merci. Merci, on va s'arrêter là.